Quelque chose se passe au cœur de l'Amazonie. Entre la brume basse et les arbres immenses, se trouve un cercle de vie qui respire avec la forêt. Vu de l'extérieur, cela ressemble à une vaste structure primitive, presque comme un nid de branches et de feuilles. Mais à l'intérieur, des gens vivent. Des gens qui, lorsqu'ils sentent le danger dans la jungle, ne montent pas sur les hauteurs et ne fuient pas vers les montagnes. Ils se rassemblent au centre du Chabonneau, sous l'ouverture vers le ciel, comme si l'unité était leur première protection. Pourquoi quelqu'un choisirait-il de vivre ainsi, si loin de tout ce que nous connaissons? Bienvenue sur Chronamonde, où les histoires ne se racontent pas. Elles se dévoilent. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui ne sont pas des ruines ni des légendes. Ce sont 6 peuples du présent, qui survivent dans la plus vaste et la plus exigeante forêt tropicale de la planète, et qui nous obligent à nous demander si nous n'avons pas confondu progrès et déconnexion. Ici, la forêt parle. Ici, le temps ne se mesure pas aux horloges. Et chaque aube sent la terre mouillée, le feu lent et la vie profonde. Ces communautés presque invisibles pour le reste du monde ont résisté aux invasions, aux maladies et aux pressions extérieures pour rester elles-mêmes. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rejoindre cette communauté. Et restez jusqu'à la fin, car la dernière tribu de ce voyage vit dans l'une des régions les plus reculées et mystérieuses de toute l'Amazonie. Et son histoire ne se dévoile qu'avec difficulté. Êtes-vous prêts à les découvrir? 1. Yanomami, gardien du Chabonneau. Voici l'Amazonie, un lieu où la maison ne s'élève pas vers les nuées, mais sous un vaste toit de palmes qui enveloppe toute la communauté. Le sol est un mélange de boue humide. Il cède, il respire, il absorbe chaque pas comme si la forêt écoutait. L'air est dense, chargé d'humidité, d'insectes invisibles et du murmure de milliers de feuilles qui ne cessent jamais de bouger. Au cœur de la jungle, là où la lumière touche à peine la terre, les Yanomami construisent leur monde. Un monde circulaire. Un refuge collectif appelé Chabonneau, assez grand pour abriter des dizaines de familles sous un même toit, organisées en clans et liens de parenté transmis depuis des générations. À l'intérieur, l'air change. Il sent le bois frais, la fumée douce et la terre vivante. Il n'y a pas de mur solide. La vie circule, les conversations tournent, les enfants courent, les chiens dorment près du feu et le ciel apparaît à travers la grande ouverture centrale, comme un rappel que tout est lié. Rien dans le Chabonneau n'est décoratif, ni pour l'esthétique, ni par habitude vide. Ici, chaque geste a un but, et chaque structure naît d'une forêt qui donne, mais demande aussi du respect. Chaque communauté vit dispersée, séparée par des rivières sinueuses, des collines couvertes de racines et des sentiers que seuls eux peuvent deviner. Ils n'utilisent pas de cartes écrites. Leur géographie est mémoire. Chaque rivière a un nom, chaque pierre un esprit, chaque son un avertissement ou une bénédiction. Cette connaissance est leur boussole, leur histoire et leur protection. Construire un nouveau Chabonneau n'est pas seulement un travail, c'est un acte de continuité. Ils choisissent d'abord une clairière, puis dressent de grands poteaux de bois et tressent des feuilles de palmier superposées comme des écailles. La structure se ferme en cercle, laissant au centre un espace pour le feu, la vie et les cérémonies. Ici, la maison ne domine pas la nature, elle coexiste avec elle. Le toit respire, il se déplace avec le vent, il laisse passer juste assez de pluie pour rafraîchir la terre et laisse s'échapper la fumée pour repousser les insectes et purifier l'air. Quand la nuit tombe, la forêt se remplit de sons, criquets, chauves-souris, singes nocturnes. L'inconnu se déplace entre les arbres. Mais dans le Chabonneau, le feu s'allume et les familles se rassemblent au centre, éclairées par les braises rouges qui montent vers l'ouverture du ciel. L'union est leur première défense.
La communauté est leur frontière. Pendant des années, certains visiteurs ont qualifié les Yanomami de reculés ou primitifs. Mais ce regard extérieur ignore une vérité essentielle. Ce n'est pas du retard, c'est de l'adaptation. Le Chaboneau n'est pas la pauvreté, c'est stratégie, culture, identité. De l'intérieur, ils entendent mieux la forêt. De l'intérieur, ils perçoivent plutôt le danger. Et de l'intérieur, ils voient le monde changer, sans leur demander la permission. Pour les Yanomami, la forêt n'est pas une ressource, c'est une personne, un être vivant avec lequel on parle et on négocie. Ils croient que des esprits habitent les arbres et les rivières, et que lorsque la forêt est malade, la communauté l'est aussi. C'est pourquoi ils ne prennent que le nécessaire, le bois juste, les feuilles adéquates, la chasse suffisante pour partager. Quand des étrangers arrivent avec caméra, bottes et précipitation, les Yanomami observent en silence. Ils ne rejettent pas, mais ne célèbrent pas non plus. Ils savent que chaque regard extérieur modifie leur équilibre et que documenter leur vie n'est jamais neutre. Et toi, qu'en penses-tu? Sont-ils vulnérables ou protègent-ils simplement un monde qui conserve encore la mémoire? Plus qu'un peuple isolé, les Yanomami sont un avertissement vivant. Ils nous rappellent qu'un foyer n'a pas besoin de béton et que le progrès ne signifie pas toujours avancer. Parfois, il signifie rester en équilibre. Leur architecture respire, se déplace et vieillit avec dignité. Et leur manière de vivre nous dit quelque chose que le reste du monde a oublié. Lorsque nous cessons d'écouter la nature, nous cessons de nous comprendre nous-mêmes. Depuis le cœur circulaire du Chaboneau, nous descendons maintenant vers une autre forme de résistance, qui ne s'exprime pas dans la maison, mais dans le corps. Ce qui suit ne change pas seulement le paysage, mais la manière de le défendre. 2. Kayapo, les guerriers de la forêt vivante. L'air devient plus humide et la lumière plus dorée. Là où le soleil traverse la jungle comme un fil entre les feuilles, vit un peuple qui défend son territoire, comme s'il était le prolongement de son propre corps. Les Kayapo, les guerriers de la forêt vivante. Dans ce paysage immense, le sol n'est pas un obstacle, mais un allié. La pluie tombe avec force, mais chaque goutte nourrit un équilibre construit au fil des siècles. Ici, les villages s'organisent autour d'une grande place circulaire. Les maisons se dressent sur un sol ferme, tournées vers un centre où l'on prend les décisions, où l'on scelle les alliances et où commence toute cérémonie importante. Ce qui, à première vue, ressemble à une vie simple, est en réalité une structure sociale précise. Règles ancestrales, alliances entre clans, rituels qui marquent chaque étape de la vie et engagements qui maintiennent la cohésion du groupe. Leur prospérité ne se mesure pas en biens ni en terres individuelles, mais dans quelque chose de plus profond, la force du collectif. La communauté est richesse, l'union est protection, et la forêt, leur première maîtresse. Au centre de chaque village, la place est le cœur de tout. Là, les hommes discutent, élaborent des stratégies de défense, préparent les fêtes ou réparent des ornements corporels faits de fibres, de graines et de pigments naturels. Leurs coiffes de plumes d'aras et d'oiseaux de paradis ne sont pas de simples décorations. Ce sont des symboles de statut, de courage et de responsabilité. Les femmes, gardiennes du savoir agricole, cultivent le manioc, le maïs, la courge et des plantes médicinales. Leurs mains connaissent chaque graine et chaque saison. Elles savent quand la terre est prête à recevoir et quand elle doit se reposer. Le territoire Kayapo fonctionne comme un organisme en équilibre, où chaque sentier, chaque jardin et chaque rivière jouent un rôle. Il n'existe pas de frontière tracée sur une carte. La frontière, c'est la forêt elle-même, et ils la connaissent mieux que quiconque. Mais de nouveaux temps sont arrivés. Dans certains villages, il y a déjà des écoles, des radios et des contacts ponctuels avec l'extérieur. Les jeunes partent étudier, parlent portugais.
reviennent avec des vêtements modernes ou des téléphones. Et pourtant, une fois rentrés, ils doivent se réadapter aux traditions anciennes, écouter les anciens, respecter les chefs, suivre les rituels et protéger la terre. Entre tradition et nouveauté, une question traverse toutes les communautés Kayapo. Comment adopter de nouveaux outils sans perdre ce qui donne sens à leur monde? Et que se passe-t-il lorsque le progrès apporte une vitesse que cette forêt n'a jamais demandée? Lors de leurs cérémonies les plus importantes, les corps sont recouverts de motifs géométriques d'urucum rouge et de génipapo noir. Ce n'est pas du maquillage, c'est un langage. Chaque motif représente un clan, une lignée, un devoir. C'est une carte silencieuse qui raconte qui tu es et quelle place occupe ta famille au sein du peuple. Au loin, les chants commencent à monter. La danse qui suit ne tolère pas de spectateurs. Tout le monde participe. Les pas avancent en cercle, rythmés par les maracas et les frappes de pied qui semblent surgir de la terre elle-même. Ils rappellent que la musique est née ici, dans le contact entre la peau et la forêt, bien avant n'importe quel instrument moderne. Les dernières décennies ont apporté des alliances, des menaces et de grands défis. Beaucoup les voient comme des guerriers d'autrefois, d'autres comme les défenseurs d'une forêt dont le monde a besoin pour respirer. Mais eux ne se définissent pas par le regard des autres. Ils veillent sur leur territoire avec la patience de ceux qui savent que l'équilibre ne s'impose pas. Ils se protègent et se respectent. Et toi, penses-tu que nous pouvons apprendre de ceux qui n'ont pas besoin de courir pour prospérer? L'argile fertile de cette forêt garde des histoires de lutte et de résilience. Nous quittons maintenant la place Kayapo pour entrer dans un territoire plus humide, plus dense, plus silencieux, où la frontière n'est plus la terre, mais la respiration elle-même. 3 Matsé, les hommes du jaguar. Depuis la boue fertile de la forêt, nous descendons vers un territoire plus humide et plus silencieux. Le paysage change, et les sons aussi. Chaque pas s'enfonce, chaque mouvement fait vibrer la terre saturée d'eau. L'air sent les feuilles mouillées, la résine fraîche, et une légère trace de fumée qui se perd entre les arbres. Nous entrons sur le territoire des Matsé, connus par beaucoup comme les hommes du jaguar, gardiens de l'un des paysages les plus reculés entre le Pérou et le Brésil. Ici, le sol n'est jamais immobile. Il n'est ni ferme ni stable. C'est un réseau de boue, de racines et d'eau qui respire. De fins ruisseaux se frayent un chemin sous la végétation, alimentant des villages construits sur des hauteurs pour éviter les inondations qui, chaque saison, transforment le monde. Dans ce labyrinthe d'arbres et d'humidité, les Matsé ont vécu pendant des générations, s'adaptant à un territoire qui exige une précision absolue. Rien n'est improvisé, rien n'est laissé au hasard. Leur manière de se relier à la forêt est leur première langue. Les sentiers ne sont pas indiqués par des panneaux visibles, ils se mémorisent par les sons, l'inclinaison d'un tronc, le grondement d'une rivière toute proche. Les Matsé écoutent à la jungle comme on déchiffrerait une carte vivante. La chasse est l'un de leurs grands savoirs, et pour chasser, le corps se transforme. Ils se peignent avec des motifs sombres qui imitent le visage du jaguar et utilisent de longues sarbacanes faites de palmiers et de bois dur. Avec celles-ci, ils projettent des fléchettes imprégnées de poisons naturels, extraits de plantes ou de grenouilles spécifiques comme Philomedusa bicolore, connue en Occident à travers le rituel du Kambo. Mais ici, il ne s'agit ni de mode ni d'exotisme. C'est un savoir ancestral. Chaque substance a un but, une dose et un contexte précis transmis par les anciens. Au cœur du village se dressent de grandes maisons communautaires aux immenses toits de palmes. Là, on raconte les histoires, on décide des chasses, on partage la nourriture et on enseigne des chants qui décrivent les animaux, les saisons et les rivières. La tradition passe de bouche à oreille. Et lorsque les mots ne suffisent plus,
quelqu'un saisit une fibre de palmier, une graine ou une peinture naturelle pour prolonger la mémoire sur le corps. Pendant des décennies, les Matsé ont été mal compris par des explorateurs et des fonctionnaires qui les décrivaient comme agressifs ou instables. Mais cette vision a toujours ignoré un point essentiel. Leur agressivité n'était pas leur nature, mais leur défense face aux invasions, aux maladies et aux frontières imposées de l'extérieur. Leur connaissance de la forêt est si vaste qu'ils ont créé leur propre livre, un compendium médical rédigé avec eux, décrivant plantes, usages, préparation et diagnostic, le tout sans aucune intervention extérieure. C'est sans doute l'un des travaux ethnobotaniques indigènes les plus détaillés de l'Amazonie. Mais ce savoir se heurte à une question profonde. Comment préserver des connaissances qui ont besoin d'une forêt intacte, dans un monde où la forêt recule chaque année? Les anciens le répètent mais souvent. Si la forêt meurt, nous mourrons avec elle. Lors des fêtes rituelles, les hommes dansent en imitant les mouvements des animaux. Le jaguar, l'anaconda, le pécari. Ce ne sont pas des déguisements, ce sont des leçons. Chaque geste montre comment l'animal chasse, comment il se défend, comment l'esprit de la forêt traverse son corps. Pour les Matsé, le monde n'est pas divisé entre humain et nature. Tout fait partie d'un même être. Le poison soigne. Le corps se souvient. L'esprit observe. Alors que la pression extérieure progresse par les fleuves et les routes, une question devient difficile à éviter. Pouvons-nous apprendre sans prendre ce qui ne nous appartient pas? Pouvons-nous observer sans altérer ce que nous essayons de comprendre? Les pas se font plus lents. L'humidité se resserre. Et dans cette forêt où chaque ombre pourrait être un jaguar, nous avançons vers une région où la spiritualité devient une forme de résistance. Reste avec nous, car ce qui vient maintenant nous mène vers un peuple qui dialogue avec la forêt non seulement par la chasse, mais par sa cosmovision. 4. Ashaninka, les gardiens du fleuve et de l'ayahuasca. Du murmure des ruisseaux, nous passons à un silence plus large, presque sacré. L'humidité du marécage se dissipe et laisse place au calme profond de la forêt de haute terre. Nous avançons sur des sentiers étroits bordés d'arbres médicinaux, de lianes épaisses et de feuilles qui brillent sous la lumière filtrée. Le sol semble bouger sous nos pas, non pas parce qu'il cède, mais parce qu'il est vivant. Chaque racine, chaque insecte, chaque bourgeon fait partie d'un même battement. L'air est plus léger, le vent porte des messages venus des fleuves voisins et une brume douce cache l'horizon. Nous entrons sur les terres des Ashaninka, l'un des peuples les plus nombreux et respectés de l'Amazonie, connus pour leur relation intime avec les esprits de la forêt et leur maîtrise de plantes médicinales comme l'ayahuasca. Leurs villages se dressent près des rivières, sur des hauteurs qui évitent les crues et permettent de cultiver des jardins soigneusement organisés où chaque plante a une fonction. Ici, la distance ne se mesure pas en kilomètres, mais à l'effort nécessaire pour remonter un affluent ou traverser un ravin. Un voyage peut durer des heures ou des jours, et parfois une simple pirogue fait la différence entre avancer ou se laisser emporter par le courant. La forêt impose son rythme. Lorsque la brume descend, l'activité se suspend et les habitants se réunissent pour préparer remèdes, fibres ou teintures. Quand le ciel se dégage, tout le monde se met en mouvement. On part chasser, on vérifie les jardins, on récolte des plantes qui n'apparaissent qu'après la pluie. Le savoir des Ashaninka sur la terre est d'une précision minutieuse. Ils savent quelle parcelle doit se reposer, quelle plante a besoin d'ombre et laquelle exige l'humidité exacte de l'aube. De chaque arbre, ils apprennent quelque chose, et à chaque arbre, ils offrent un geste en retour. Leurs maisons sont construites sur de petits pilotis, regroupés autour d'un espace communautaire où le feu ne s'éteint jamais. La fumée sèche les vêtements, éloigne les insectes et purifie l'air pour les rituels. Les parois, noircies par la cendre,
porte les traces des années comme un livre silencieux. Ici, la communication ne dépend pas de l'écho, mais de l'eau. Les Ashaninka interprètent le son du fleuve pour savoir si la pluie approche, si les poissons changent de zone ou si un animal se déplace entre la berge et le courant. Ils croient que les esprits de l'eau enseignent, accompagnent et avertissent. Quand les jeunes partent étudier ou travailler, à leur retour, ils passent par une cérémonie simple mais profonde. La communauté les accueille avec des feuilles aromatiques, le feu et des chants. C'est leur manière de rappeler que les vêtements peuvent changer, mais que l'identité ne doit pas s'effacer. Les Ashaninka suivent une ancienne règle. Si tu prends quelque chose à la forêt, apprends à en prendre soin. C'est pourquoi, après avoir récolté une plante, ils laissent une offrande, une feuille, une pensée, un mot. Pour eux, tout a un esprit et tout mérite le respect. Nous vivons dans un monde qui s'accélère sans limite. Eux continuent de mesurer le temps au cours de l'eau et à la force des jambes, à la lumière qui filtre entre les arbres, au son que fait la terre lorsqu'elle respire. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et rejoins cette communauté pour soutenir ce voyage. Car à partir de maintenant, tu fais déjà partie de cette traversée aux côtés des derniers gardiens de l'Amazonie. Et reste attentif, car chaque minute te rapproche un peu plus de la tribu finale, la plus reculée et énigmatique de tout ce parcours. Et maintenant, réfléchis à ceci. Que penses-tu qui ait le plus de valeur ? Le confort du progrès ou la tranquillité des racines ? Parfois, cette question n'a pas une seule réponse. Mais lorsque tu regardes de près la vie dans ces villages, tu comprends qu'il ne s'agit pas de choisir entre passé et futur, mais entre vivre déconnecté ou vivre avec du sens. Depuis le silence de la forêt, nous passons maintenant à un territoire où la couleur et la cosmologie deviennent langage, où les masques représentent des mondes entiers et où la tradition se peint sur la peau comme une mémoire vivante. 5 Tikuna, les enfants de l'anaconda céleste. La brume se dissipe. Pour la première fois de ce voyage, l'horizon s'ouvre sans arbre pour le cacher. La lumière tombe, pure, sur une bande de verre qui semble infinie, les territoires Tikuna, l'un des peuples les plus nombreux, symboliques et anciens de toute l'Amazonie. Ici, où le fleuve est si large qu'il ressemble à un miroir en mouvement, les Tikuna vivent dans des villages dispersés entre le Brésil, le Pérou et la Colombie. L'eau est leur route, leur nourriture et leur histoire. Les familles se déplacent en pirogues qui avancent lentement, suivant le cours d'un fleuve qui ne s'écoule jamais 2 fois de la même façon. Leur monde ne s'organise pas autour du feu, mais autour du mythe. Et le mythe fondateur des Tikuna est l'un des plus puissants de la forêt, l'origine du peuple dans l'anaconda céleste, un esprit descendu du ciel qui a donné forme aux premiers êtres humains. Pour eux, chaque méandre du fleuve, chaque courant, chaque eau calme fait partie de ce corps sacré qui reste vivant sous la surface. Les villages sont bâtis sur des terrasses de terre ferme, surélevées pour résister aux crues. Là, on discute, on tisse, on peint et on décide. Les maisons longues, construites en bois et en feuilles de palmier, sont des lieux où la vie circule sans interruption d'une génération à l'autre. La coopération est leur loi la plus ancienne. Quand un Tikuna construit une maison, tout le clan participe. Quand vient la saison de la pêche, tous s'organisent pour guider les poissons vers des filets collectifs ou pour lancer des dards depuis des pirogues silencieuses. Ici, le « je » ne marche jamais seul. C'est le « nous » qui garantit la survie. Les cérémonies Tikuna constituent un univers à part. Dans leur rituel le plus célèbre, la fête de la Pelazone,
Les jeunes filles qui atteignent la maturité traversent un processus symbolique au cours duquel leurs corps sont peints de motifs géométriques noirs, réalisés avec le jus de Genipapo. Ces tracés ne décorent pas. Ils racontent qui elles sont, d'où elles viennent et quel chemin elles emprunteront. Les hommes se transforment eux aussi pour les cérémonies. Ils portent des masques représentant des animaux sacrés, le tapir, le jaguar, le grand poisson, l'anaconda. Lorsqu'ils dansent, l'esprit de la forêt semble se mouvoir avec eux. Le son des tambours et des flûtes se mêle au grondement du fleuve, créant un paysage sonore indissociable de la jungle. Même si les contacts avec l'extérieur se sont multipliés ces dernières décennies, les Tikuna ont appris à filtrer le changement. Ils utilisent des vêtements modernes, de nouveaux outils et même des ondes radio. Mais ils maintiennent vivant leur art, leur langue et leurs rituels, conscients qu'une culture disparaît non pas quand elle cesse de se battre, mais quand elle cesse de se souvenir. Certains anciens résument cela en une phrase simple. Un peuple sans mythe est un arbre sans racines. Et cette idée résume leur manière d'avancer dans le monde, entre la tradition qui les soutient et les pressions qui remontent avec les fleuves. Alors que le soleil se couche, les masques sont suspendus pour sécher. Les peintures se rincent dans l'eau tiède et la fumée des foyers monte, comme une ancienne prière. D'ici, l'Amazone ressemble à un monde suspendu entre deux temps, celui des esprits et celui d'un avenir qui avance sans s'arrêter. Les Tikuna ont compris quelque chose que beaucoup oublient. Survivre, ce n'est pas dominer la forêt, c'est l'écouter. Et maintenant, après 5 peuples, 5 regards et 5 façons de comprendre la vie, tu es à un pas de découvrir la dernière tribu, la plus isolée, la plus protégée, la plus mystérieuse, celle dont nous t'avons parlé au début et dont l'histoire ne se laisse pas dévoiler facilement. Prépare-toi. Ce qui vient maintenant ne change pas seulement la trajectoire du documentaire. Cela change notre manière de comprendre l'isolement au cœur de l'Amazonie. 6 Korubo, le peuple du silence profond. La lumière change, le son aussi. La forêt, qui jusqu'ici nous accompagnait avec des chants et des murmures constants, devient plus dense, plus épaisse, plus difficile à déchiffrer. Nous pénétrons dans l'une des régions les plus inaccessibles de la planète. La vallée du Javari, une frontière naturelle de fleuves enchevêtrés, de marécages, de cimes qui ne laissent presque jamais passer la lumière, et de territoires où vivent encore des peuples qui ont choisi de ne pas être vus. Parmi eux, les Korubo sont peut-être les plus énigmatiques. À la différence d'autres peuples amazoniens, ils ne construisent pas de grands villages ouverts. Ils vivent en petits groupes mobiles, entourés d'une jungle si humide et si fermée qu'un faux pas peut vous enfoncer dans la boue jusqu'à la taille. Leurs maisons sont des abris temporaires faits de feuilles de palmier et de structures simples, conçus pour être déplacés lorsque la forêt l'exige. Ici, l'isolement n'est pas un vestige du passé, c'est une stratégie de défense. Les Korubo ont subi des invasions, des maladies et des pertes lors de contacts forcés dans le passé. C'est pourquoi leur stratégie est claire. Éviter les sentiers, éviter les rencontres, éviter tout ce qui ne vient pas de la forêt. Ils parlent une langue dont nous ne connaissons que des fragments. Leurs routes n'ont de sens que pour eux. Leurs outils, faits de bois dur et de fibres végétales, sont d'une efficacité qui n'a pas besoin de métal. Les Korubo chassent avec de lourdes massues et des flèches courtes. Ils pêchent dans de petits ruisseaux et récoltent des fruits qui ne poussent que là où l'humidité frôle les 100%. Chaque décision est un calcul. Chaque geste est une question de survie. Beaucoup les appellent le peuple du silence. Non pas parce qu'ils ne parlent pas, mais parce que leur présence est presque impossible à entendre dans la jungle. Ils se déplacent sans laisser de traces. Ils observent sans être vus.
Ils connaissent chaque son de la forêt et reconnaissent aussitôt celui qui n'en fait pas partie. Pour eux, le monde extérieur est un territoire plein de risques invisibles. Virus, violence, frontières imposées, routes qui avancent sans demander. C'est pourquoi ils choisissent ce que beaucoup considèrent impossible au XXIe siècle. Rester un peuple qui se protège du monde en demeurant au cœur de la forêt. Pourtant, les Korubo ne sont ni un mystère romantique, ni une curiosité exotique. Ce sont une communauté bien réelle, qui se défend parce qu'elle y est obligée, parce que son histoire récente lui a appris qu'un contact peut détruire en quelques jours ce qui a mis des siècles à se construire. Et toi qui es arrivé jusqu'ici, tu contemples quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. L'isolement n'est pas toujours une faiblesse. C'est parfois la forme la plus extrême de résilience. Les Korubo nous obligent à poser une question dérangeante. Qui est vraiment isolé ? Le peuple qui vit dans la forêt ou la société qui vit loin de la nature et a oublié comment l'écouter ? Le soir tombe sur le Javari. Le soleil filtre par fragments à travers des feuilles immenses. L'air prend une teinte orangée et la forêt respire comme un géant endormi. Ici s'achève le voyage à travers les 6 tribus, mais non son sens. Il reste encore quelque chose à révéler. Si tu as le sentiment que ce voyage ne devrait pas s'arrêter ici, écris en commentaire. Deuxième partie. Ta voix nous aide à maintenir vivantes ces histoires et à regarder le monde avec respect et curiosité. Saviez-vous que l'Amazonie est l'un des endroits les plus diversifiés linguistiquement au monde ? Beaucoup de ces langues comptent moins de 1000 locuteurs et renferment des connaissances uniques sur les plantes, le climat, la navigation et la survie. Lorsqu'une langue disparaît, ce n'est pas seulement un moyen de communication qui s'éteint, c'est une façon irremplaçable de comprendre le monde. Au cours de ce voyage, nous avons vu des foyers qui respirent avec la forêt, des communautés qui trouvent leur richesse dans l'union et des rituels qui nous apprennent à regarder autrement. Et voici la révélation. L'isolement de ces tribus n'est pas un vestige du passé, mais le reflet d'un futur que nous risquons de perdre. La forêt garde encore des réponses que le monde moderne a cessé d'écouter. La déconnexion n'est pas chez eux, elle est chez nous. Ces cultures ne survivent pas malgré la forêt, mais grâce à elle. Et dans cette distance apparente, elles préservent quelque chose que nous avons oublié, le lien avec la terre, la mémoire, l'appartenance. Après avoir découvert ces 6 peuples, une vérité devient impossible à ignorer. Aucun d'eux n'est en retard. Parfois, ce qui reste en arrière, c'est notre manière de regarder. Nous oublions de nous arrêter. Nous oublions d'écouter ce que la Terre essaie encore de nous dire. Et maintenant, je vous pose la question. Que vaut-il mieux ? Avancer sans se retourner ou protéger ce qui nous soutient ? Partagez votre réflexion en commentaire. Merci d'avoir suivi ce documentaire avec nous. Nous espérons que ce que vous avez appris aujourd'hui vous offrira un nouveau regard et enrichira votre compréhension de l'histoire. Si vous souhaitez continuer à explorer avec nous et que ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et souvenez-vous, chaque voyage commence par un regard attentif. À très bientôt pour notre prochaine destination.